Ce que je vais vous dire s'adresse à tous les co-auteurs. Je ne vais pas présenter l'ouvrage, je crois que tout un chacun peut regarder. Mais je vais simplement me limiter à quelques points d'entrée un peu forts. Bon, ce qui nous a réunis il y a 5 ans déjà tenait à l'amitié que nous portions à Seth et à notre volonté commune de lui rendre hommage ensemble et au-delà de nos différences et de nos engagements personnels. Mais cet ouvrage est, à mon avis, aussi dédié, bien évidemment, à Seth, mais sans qu'on l'ait écrit dans notre esprit, il est aussi dédié à Cyril, à son épouse et à leurs enfants. C'est elle qui continue son combat, c'est elle qui a voulu cet ouvrage, elle est elle-même un exemple de fidélité et de courage, comme tant de femmes qui portent seules depuis lors le fardeau de la guerre. Tout le monde a été ou sera ému à la lecture du courrier intime et tendre que Cyril a adressé à son époux dans cet ouvrage. Mais au-delà de l'hommage, nous avons aussi voulu témoigner, bien évidemment, sur ce qu'ont été les combats de cette forte personnalité qui a payé de sa vie son engagement et ses convictions. Dans les 13 articles de l'ouvrage, chacun d'entre nous raconte à sa manière ce qu'il a retenu de cette guerre et du génocide au travers de sa relation avec Seth, en tout cas tel qu'il les a vécus ou perçus. L'assemblage paraîtra certainement bien hétérogène, autant sur le fond que sur la forme, au travers de la diversité des papiers, mais il rend bien compte de la diversité des perceptions et de la complexité de ce conflit. Nous voilà en tout cas bien loin de l'histoire officielle, reconstruite, simplifiée, faite de bons et de méchants, aujourd'hui réécrite par le nouveau régime, ou de la geste des résistants que le camp du génocide tente de faire accroire. Vis-à-vis de Seth, l'enjeu de la mémoire, c'est d'abord et avant tout celui de la vérité. 15 ans après son assassinat, elle n'est pas dite. Il y a ce que l'on sait et surtout ce que l'on ne sait pas, même si on le devine. La vérité est assurément difficile à dire pour ses commanditaires. En effet, au-delà de l'hommage et du travail de mémoire, la mort de Seth et plus largement l'ensemble de ces destins tragiques qui associent des personnalités comme Emmanuel Gapiesi, comme Félicien Gattavasi, comme André Sibomana, comme Augustin Kisa et bien d'autres, recouvrent de manière indissociable une exigence de vérité et de justice. Tant que ces assassinats ne seront pas éclaircis et leurs auteurs poursuivis, la lutte contre l'impunité de tous les auteurs des crimes commis au cours de ces années de guerre demeurera inachevée, sélective et partiale. Il ne faut pas pour autant faire preuve d'impatience. L'attente peut être longue, mais la vérité finira par être connue. Des pas récents ont déjà été franchis. Ainsi, le 4 avril dernier, il s'est trouvé une veuve et un avocat courageux pour déposer une plainte nominale envers le chef de l'État rwandais pour crime dans le dossier de la disparition d'Augustin Kisa. Et si, par des artifices de procédure, elle était enterrée, soyez sûr qu'elle sera un jour exhumée. Un rapport parlementaire rwandais de janvier 2013, diffusé en mai dernier, m'a reproché d'avoir bloqué le transfert des archives du TPIR d'Arusha à Kigali. Je n'y suis pour rien, tout le monde le sait. Je ne siège pas au Conseil de sécurité qui a pris cette décision, mais la raison était claire. Kigali dispose de toutes les archives numérisées du TPIR, sauf les dossiers administratifs des personnels. Mais ce que les autorités veulent, ce sont les originaux. Pourquoi? Parce que figurent parmi eux les archives des enquêtes spéciales et les éléments de procédure établis contre l'armée vainqueur dans le cadre du mandat du TPIR relatif aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En novembre 2005, nous étions 3
2003 en charge de les finaliser lorsque l'ambassadeur américain chargé des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Pierre-Richard Prosper, a demandé au procureur de suspendre notre travail sine die, ce qu'il a accepté. Mais ces crimes sont imprescriptibles, les originaux doivent pouvoir servir à l'avenir et être précieusement conservés. Des alternances politiques interviendront nécessairement, et comme en Espagne, comme au Chili, comme en Argentine et dans bien d'autres pays, les interdits finiront toujours par tomber. Je voudrais maintenant tenir des propos plus personnels sur ce qui a motivé ma participation à cet ouvrage en tant qu'enseignant-chercheur. Au travers de ces articles, je voudrais que les plus jeunes parmi vous, la génération post-génocide, prennent la mesure du drame auquel leurs parents ont dû faire face et des contraintes qu'ils ont dû affronter. Qu'elles prennent aussi la mesure des ambivalences qu'ils ont manifestées, de leur impuissance commune à surmonter les divisions et les haines qui ont conduit à cette catastrophe, sans oublier leurs erreurs et leurs responsabilités éventuelles. Il revient à cette nouvelle génération de faire cet effort de compréhension, car elle seule pourra transgresser les peurs et les blocages d'hier et d'aujourd'hui. De ce point de vue, Seth n'échappe pas à cette analyse. Il a rejoint par conviction la rébellion armée du FPR en novembre 1991, c'est-à-dire après la mise en place de la nouvelle constitution et au moment où le multipartisme s'épanouissait au Rwanda. Il a alors choisi la transition politique par la voie des armes. Du fait de ses liens personnels et de sa familiarité étroite avec la sphère politique intérieure, il est très vite devenu un informateur et un relais indispensable pour le noyau militaire, monoethnique et épuré, qui dirigeait le FPR et qui ignorait l'essentiel de cette réalité politique et sociale du Rwanda. Comme interlocuteur officiel mandaté, il a alors fortement pesé sur les jeux politiques internes, les rivalités entre les partis de l'opposition démocratique et joué un rôle déterminant dans la stratégie du FPR, alternant entre pression militaire, attentats, actions terroristes et chantage politique pour faire éclater le cadre politique du gouvernement pluripartite d'avril 1992. Il a finalement débouché sur le ralliement des ailes pro-FPR des partis d'opposition et l'offre qui leur a été faite de passer sous la protection de l'armée du FPR. Et je vais vous lire un témoignage qui, moi, m'a toujours beaucoup impressionné, mais que je tiens à rendre public. L'ambassadeur de Tanzanie organisa le 2 avril 1994 une réunion regroupant une délégation du FPR et des représentants du MDR pour chercher un compromis et la mise en place du gouvernement de transition à base élargie. La délégation du FPR comprenait 7 Sendashonga, Tite Rutaremara et Abdul Harelimana. Toutes les questions en suspens, je les passe, furent réglées, sauf une, la participation de la CDR aux institutions de transition. La délégation du FPR s'opposa catégoriquement à l'admission d'un député de la CDR, ce qui ruina tout espoir de sortie. Je fis remarquer à un des membres à la délégation du FPR que leur position conduisait au blocage de la situation et pourrait conduire à un effondrement du processus de paix suivi d'une explosion de violence. Sendashonga répondit que pour le FPR, aucune concession n'était possible et que le risque de trouble ne les émeuvait guère. De toute façon, dit-il, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs, et si le MRND se trompe et déclenche les hostilités, le FPR est prêt à riposter et à prendre le pouvoir en moins d'une semaine. Je lui demandai s'il avait pensé aux victimes qu'il pourrait y avoir, et il me répondit, cela ne sera pas de trop, peut-être 5 000, tout au plus 20 000. La réunion se termina en plein désarroi, les participants étant convaincus que la catastrophe était possible et proche. Seth s'est lourdement trompé, comme beaucoup d'autres, par conviction politique, car il était persuadé avoir choisi le camp qui sauverait le Rwanda et instaurerait la démocratie. Seth était tout sauf un Hutu modéré, ni Hutu ni modéré, mais un militant ayant mûrement et en connaissance de cause choisi d'adhérer à une formation politico-militaire formée à l'étranger pour faire avancer la démocratie au Rwanda face à un despote.
Mais j'en viens maintenant à l'essentiel. Ce qui distingue Seth, à mes yeux, de la plupart des politiciens rwandais, tient à la profondeur de sa désillusion vis-à-vis de ce qu'il a considéré comme une trahison des idéaux démocratiques de son parti par ses cadres militaires lorsqu'il a été confronté à la banalité des comportements d'une armée s'emparant d'un pays dévasté, déserté par la moitié de sa population entassée aux frontières et où erraient des rescapés Tutsis et se terraient des Hutus craignant la vindicte des vainqueurs. Il voulait alors pouvoir faire ses preuves comme homme d'action et constructeur du Rwanda nouveau et sur le terrain même. Effaré par le coup de la guerre et du génocide, il lui fallait démontrer que le pari démocratique était possible et que lui seul pouvait y arriver, du moins dans la conjoncture de cette époque. C'est pourquoi il tenait tant à être ministre de l'Intérieur et il a cru pendant des mois qu'il pouvait, sur ses ruines, construire les bases d'une administration plurielle et représentative avec les porte-paroles naturels, entre guillemets, des populations présentes, Hutus comme Tutsis. Il a même pensé qu'il allait réussir dans les préfectures du Nord, du Centre et du Sud, et y compris en allant négocier avec les porte-paroles des camps le retour des réfugiés. Et surtout, parce qu'il a cru que le mandat qui lui avait été confié serait soutenu par les dirigeants du FPR. Il ne voulait pas croire au début que les exactions, les expropriations, les actes de vengeance, les massacres de populations Hutus et les exécutions extrajudiciaires étaient non seulement couvertes par les autorités militaires, mais ciblaient précisément les administrateurs élus et nommés que lui, en tant que ministre de l'Intérieur, installait parce qu'elle ne supportait pas même l'idée de démocratie. Le désenchantement de Seth a changé de nature après les menaces qu'il reçut des chefs militaires de Boutaré, immédiatement suivi de l'assassinat du préfet Pierre Claver Mangabo le 5 mars 1995, alors que ce dernier retournait chez lui après être venu à Kigali lui dire sa peur face aux menaces des militaires. Le message était clair et Seth n'arrivait pas à croire qu'il pouvait lui être destiné. Il fut de même profondément choqué par les comportements sectaires et explicitement ethnistes qui ont accompagné ce que j'appellerais le sabotage de la première commémoration. C'est au cours de ce mois, et nous en avons souvent discuté, qu'il aperçut l'abîme entre son éthique et ses espoirs politiques, d'un côté, et la logique de curé et de distribution de prébendes à laquelle se livraient aussi bien les militaires que les vrais et faux retournistes, dont une large part n'avait aucun lien avec le Rwanda. Systématiquement désavoué en conseil de gouvernement comme sur le terrain, ridiculisé par les chefs des camps militaires dans les nouvelles préfectures monoethniques de l'Est, il ne voulut pas renoncer et entra dans une résistance déterminée, sacrificielle. Il a su alors que son tour viendrait, qu'il n'échapperait pas à la sanction réservée à ceux qui trahissent le parti et à assumer son destin en prenant à témoin par des dizaines de courriers le vice-président Kagame. Fatalisme, entêtement et droiture se conjuguent alors pour le hisser au statut de héros solitaire. Ayant été autorisé à quitter le pays, il a imaginé qu'il pourrait reconstruire à l'extérieur une force susceptible de rétablir un cadre politique légitime avec les dirigeants exilés des partis politiques signataires des accords d'Arusha. Les divisions de cette nouvelle opposition furent les plus fortes et son rassemblement politique ne pouvait de toute façon être compris alors que tant d'urgences de survie immédiate prévalaient. Il fut respecté, mais demeura isolé. En tant qu'intellectuel et démocrate, il avait perdu et il le savait. D'après mes sources, mais je ne l'ai pas revu à cette époque, la décision de l'éliminer a été prise lorsqu'il a franchi la limite rouge en tentant, a priori, nous a-t-on dit, une issue militaire et en pesant sur les divisions au sein du High Command. Quelle leçon retirer de ce constat? Tout, paradoxalement, sauf l'acceptation de l'échec.
Les convictions et la ténacité tout d'abord. Seth n'a jamais renoncé. C'est pour cela qu'il devait mourir. Seth était un visionnaire. Il y a 10 ans, voilà le titre, il y a 5 ans, voilà le titre que j'aurais aimé donner à l'ouvrage déjà en cours, « Quelle stratégie de survie politique pour les démocrates rwandais ?» Aujourd'hui, les choses sont à mon avis totalement différentes. Si apparemment rien n'a changé dans la gouvernance et la distribution des cartes politiques, le contexte général a énormément évolué, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La période des sauveurs du pays est close, et même les jeunes générations, issues des nouvelles élites, ne supportent plus cette atmosphère de guerre civile, entretenue pour la sauvegarde d'un régime autoritaire à l'étranger. L'entretien des passions rwandaises à des fins de chantage diplomatique a fait long feu. Le Rwanda d'aujourd'hui est désormais plus respecté du fait de sa capacité de déstabilisation régionale qu'en raison de sa contribution à la paix et au développement. Une gouvernance alternative devient possible. Mais la question essentielle, à laquelle Seth ne pouvait répondre au sortir de la guerre, demeure. La démocratie advient, non parce qu'elle serait un mode de gouvernance meilleur que les autres, mais parce qu'il existe des démocrates pour en imposer le cadre. À cette époque, effectivement, les démocrates n'étaient aux commandes d'aucun appareil politique, et a fortiori d'un appareil militaire. Même isolé, Seth est toujours resté fidèle à lui-même et à ses convictions de jeune étudiant rebelle. Il a accepté d'en payer le prix tout au long de son existence, en choisissant par 2 fois l'exil, sans jamais plier. Aujourd'hui, ce message peut être compris par tous, alors que les désillusions vers les modèles autoritaires sont désormais bien ancrées. Son appel à une alternative démocratique est à nouveau audible, mais il ne peut être porté que par d'authentiques démocrates, de diverses origines, libres vis-à-vis du passé et capables de comprendre les traumatismes et les aspirations à la sécurité et à la paix civile de toutes les composantes de la société rwandaise. Pourra alors advenir l'indispensable saut générationnel qui assurera la continuité de ce message et que Seth a porté